Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc aujourd'hui, on a décidé avec Laurent de vous faire une vidéo sur la française, sur une partie commentée tirée d'une défense française jouée par un des spécialistes des années 60-70, en l'occurrence Wolfgang Ullmann, donc un grand maître allemand qui a gagné énormément de parties, qui a apporté pas mal d'idées dans cette défense. Et on s'est dit que c'était intéressant de vous présenter cette partie. Donc, il est opposé, le joueur avec les blancs est beaucoup moins connu, c'est le dénommé Svend Aman, donc une partie jouée en 1963. Donc, si Laurent, tu es prêt, on peut démarrer. C'est parti alors. Donc, une française Tarrache, c'est-à-dire la variante avec cavalier D2. Vous savez probablement qu'ici, les autres coups principaux sont la variante d'avance ou la variante classique avec cavalier C3, sans oublier bien entendu la variante d'échange avec E prend D5. Donc cavalier D2, ici les noirs ont à leur disposition tout un tas de coups. Le coup principal, en tout cas le coup favori des grands maîtres actuellement, ça sera probablement le coup C5, mais Ullmann avait d'autres idées et il était plutôt adepte du coup cavalier F6, qui a la particularité de provoquer E5, c'est pas la seule possibilité, mais c'est très largement le coup principal, et ainsi les noirs obtiennent leur structure favorite probablement, c'est-à-dire une structure fermée avec les pions E6, D5 face aux pions E5 et D4. Donc Romu, dans ce type de structure fermée, toujours la même caractéristique, on va chercher à jouer avec les leviers de part et d'autre. Oui, le centre est fermé, donc le jeu va se déplacer sur les ailes. Donc, comme tu l'as dit, on va chercher les leviers. Donc, bien évidemment, les noirs vont essayer d'attaquer la base de la chaîne de pions, donc à savoir le pion D4 par le coup C5. Et les blancs, et aussi attaquer le centre éventuellement plus tard par F6. Alors, il faut faire un peu attention souvent à le coup F6, puisque ça peut affaiblir éventuellement le roi, mais ce sont les deux leviers, donc F6 et C5. Et les blancs vont, eux, tenter de réaliser la poussée F4, puis éventuellement F5, pour essayer de s'en prendre au roi noir. Ouais. Et ils ont aussi la possibilité de renforcer le centre et le pion D4 par le coup C3. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que les leviers noirs sont quasi obligatoires. On ne peut pas jouer la française ou difficilement sans jouer l'un ou l'autre ou les deux de ces leviers, tout simplement parce qu'on manque d'espace quand même et qu'il faut pouvoir se libérer, activer nos pièces. En revanche, chez les blancs, le levier avec F4, F5, il est souhaitable si c'est possible, mais parfois on se contente d'une attaque de pièces ou de gérer notre avantage d'espace. Alors dans cette partie, le joueur avec les blancs a joué une variante assez ambitieuse avec le coup F4, ce qui est plus courant ou plus populaire, on va dire, c'est le coup fou D3, on se développe en priorité, et après les coups C5, C3, les noirs jouent cavalier C6 pour attaquer le centre. Ici, on peut jouer cavalier GF3, d'ailleurs, l'un des spécialistes de cette variante en France, c'est notre ami Jean-Marc Degrave, mais il est plus courant de jouer cavalier E2, et ensuite le second cavalier, les cavaliers se croisent en quelque sorte, et avec les blancs, on va surprotéger le pion D4 grâce à ces deux cavaliers. Voilà, la position de base de cette variante, c'est probablement, après ces coups-là, F6, prise en F6, cavalier prend, cavalier F3, fou D6, petit roc. Et ici, il y a deux coups principaux, soit on joue dame C7, soit on joue petit roc avec de longues variantes théoriques qui sont au-delà de notre objectif dans cette vidéo, mais ce sont les grandes lignes, on va dire. Donc là, dans cette partie, Romu, les blancs jouent F4. Alors ça paraît ambitieux, ça fait encore un coup de pion. C'est déjà le quatrième en 5 coups. Quel est l'espoir des blancs avec ce coup-là finalement? En fait, ils renforcent le centre. On l'a dit, les noirs veulent attaquer ce centre par C5 et éventuellement F6. Donc le pion D4 et le pion E5 peuvent se trouver fragilisés. Donc le pion D4 va être soutenu par le pion C3. Et donc les blancs prennent aussi leur disposition pour surprotéger le pion E5 avec le coup F4. L'inconvénient, tu l'as dit, c'est le quatrième coup de pion de la partie. Donc le développement est un petit peu négligé et le roi, du coup, reste un peu plus longtemps que prévu au centre.
Donc ça peut poser quelques petits soucis au blanc. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans la partie, comme on va le voir très rapidement. Donc les noirs ont continué par C5, donc, logique, C3, cavalier C6, on se développe tout en mettant la pression sur le pion D4. Et là, cavalier DF3, donc c'est un peu le même mécanisme que ce que tu as expliqué tout à l'heure. Les cavaliers se croisent pour parfaitement renforcer le point D4, qui est évidemment sous pression par les coups, les derniers coups noirs. D'ailleurs, les noirs renforcent leur attaque sur le pion D4 par le coup dame B6, donc ça c'est vraiment un coup de française typique. La dame a un œil sur le pion D4 et aussi sur le pion B2. Elle immobilise le fou C1 et du coup les blancs doivent trouver des moyens autres que fou E3 pour renforcer le pion sur D4. Ouais. L'un des intérêts de jouer dame B6 à ce moment précis, c'est que si on avait choisi autre chose, alors on peut penser à F6, on peut penser à fou E7, les blancs auraient eu le loisir de développer leur fou sur D3, qui est évidemment la meilleure case possible pour un fou dans la française, dans ce type de structure en tout cas. Le fou regarde des deux côtés, mais essentiellement, évidemment, son objectif, ça va être d'attaquer sur la diagonale qui amène jusqu'au petit roc, parce qu'en général, les blancs attaquent sur l'aile roi dans la française. Donc quel est l'intérêt d'avoir joué dame B6 ? Eh bien, c'est qu'on a un troisième attaquant pour le pion D4, et si désormais les blancs souhaitaient jouer fou D3, alors ici, on pourrait passer à la caisse, comme on dit communément, en gagnant un pion. Alors vérifiez toujours dans ces cas-là que votre adversaire n'est pas un échec à la découverte, enfin une attaque à la découverte par un échec, on va dire, ce qui leur permettrait de gagner la dame. Mais évidemment, ici, il y a un pion en F7, un cavalier en D7 qui interdisent ce genre de gag. Donc dame B6, c'est précis, et dans la française notamment, on peut compter sur Ullmann pour jouer dans un ordre de coups toujours le plus adéquat. Donc là, il faut défendre le pion D4, alors il faut renforcer plutôt le pion D4, il faut que les blancs prennent des mesures pour ce pion-là, et les blancs ont décidé donc de jouer cavalier E2, et seulement maintenant que le fou F1 a été enterré, on vient augmenter la pression finalement sur le pion E5. Alors Romu, peut-être que quelqu'un qui ne serait pas adepte de la défense française et qui regarderait cette partie pour la première fois pourrait se dire « Ok, les noirs mettent de la pression, mais ce centre blanc est hyper solide, donc quel est l'intérêt finalement de l'attaquer ?» Il est solide en apparence, mais en tout cas on voit que les noirs s'efforcent de mettre autant de pression qu'ils peuvent, donc avec C5, C6, dame B6 et maintenant F6. Donc on met la pression d'abord avec les pions, les leviers de pions, je vais y arriver, pardon. Mais également, il faut faire attention, on l'a dit tout à l'heure, le roi blanc est au centre de l'échiquier et un sacrifice de pièces sur ce centre peut faire voler en éclats le fort centre de pions, en apparence du moins, des blancs, et ouvrir les lignes autour du roi adverse. Donc le centre est fort en apparence pour l'instant, mais il faut se méfier. Il ne faut pas oublier que la tour est en H1, le fou en F1, le cavalier sur E2. Il y a un peu un embouteillage dans l'armée blanche. Et on n'est pas encore prêt à roquer, et c'est pas si simple. Donc, et du coup, voilà, les blancs, certes, ont un centre fort, mais les noirs peuvent aussi dire que finalement, l'attaque du centre n'est qu'un prétexte pour ouvrir les lignes. Le fait d'échanger les pions C va ouvrir la colonne C évidemment, mais aussi la diagonale A5, A5E1, comme on va le voir dans la partie. Et le fait d'attaquer sur E5, certes, met une pression sur le pion E, mais va aussi nous donner une nouvelle ligne sous la forme de la colonne F. Donc, finalement, on met de la pression sur le centre, mais notre réel objectif, c'est ce qui se passe derrière le centre, c'est-à-dire au niveau du roi, qui, comme tu viens très bien de le dire, est complètement pris dans les embouteillages, on va dire. Alors ici, le coup le plus populaire, c'est le coup A3. Il a notamment été joué par Vichy Anand et Morozevich, entre autres. Et ce coup A3, il nous semble, Romu, assez important parce que, justement, on veut éviter fou B4 échec, en général. Oui, on l'a dit, avec les noirs, on souhaite ouvrir les lignes. Donc, il nous reste à sortir le fou F8 pour roquer, et on voit bien qu'après le petit roc des noirs, la colonne F est susceptible de s'ouvrir, donc toutes les pièces seront mobilisées. Et donc le moyen le plus commun de développer le fou F8 pour les noirs, c'est de faire CD et fou B4 échec. Donc c'est pour cela que
quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, comme Anand ou Morozevich, ont choisi le coup A3 pour justement empêcher ce fou B4 échec qui est un peu pénible. Dans la partie, le joueur avec les blancs n'avait pas l'air assez familier avec la position. La partie a été jouée en 1963, donc la théorie n'est peut-être pas aussi évoluée qu'aujourd'hui. Et il a privilégié le développement de son fou F1, il a joué G3, qui est un réflexe humain. On a envie de vite sortir le fou pour pouvoir enfin roquer. Mais on va voir que après C prend D4, C prend D4 et fou B4 échec, la position est déjà critique et les blancs marchent déjà sur des œufs en fait. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on s'apprête à regarder le 11e coup blanc, et ce 11e coup blanc va être l'erreur décisive, alors que pourtant on est en échec, on joue fou D2, c'est le coup de la partie. On n'a pas l'impression que fou D2 soit une erreur, c'est même le coup le plus naturel du monde. Alors en réalité, les blancs n'ont ici à leur disposition qu'un seul coup valable, et ce coup valable c'est cavalier C3, après lequel il y a eu pas mal de parties qui ont été faites, vous pourrez voir ça dans les bases de données, pardon. Mais ça reste une partie complexe avec des possibilités de chaque côté. Évidemment, les blancs ont pris des risques, mais peut-être que ces risques vont payer parce que, mine de rien, avec leur pion, ils pourraient étouffer leur adversaire. Si l'adversaire n'arrive pas à créer le passage jusqu'au roi adverse. Toujours est-il que, malgré le côté tout à fait naturel du coup fou D2, eh bien ici, les blancs sont d'ores et déjà fichus. Alors Romu, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que là, les gens peuvent nous croire sur parole, mais je pense qu'ils vont préférer des preuves. Alors les preuves, on l'a dit, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, le roi blanc est coincé en E1, et on voit que la dame noire est sur B6. On voit que les noirs sont prêts à faire le petit roc. Donc la tour peut rapidement débarquer sur la case F8 et on voit donc que la tour F8 et la dame B6 convergent vers le point F2 qui peut causer de gros problèmes aux blancs. Alors pour cela, il faut dégager un peu le terrain parce qu'on l'a dit, il y a le centre de pion qui a l'air assez fort, là, D4, E5 et F4, mais les noirs ont leur possibilité de sacrifier quelque chose sur E5, donc c'est ce qu'ils ont fait avec F prend E5. Donc dans la partie, les blancs ont pris avec le pion F. S'ils avaient pris avec le pion D, ça libère la case C5 qui peut être utilisée par le cavalier. On menace discrètement cavalier D3 mat. Et après, par exemple, fou prend B4 échec, dame prend B4. Roi F2 est quasiment forcé, puisque dame D2... si cavalier D2, on retrouve ton mat discret. Et si dame D2, on va avoir différentes choses à notre disposition, mais on pourrait encore penser à cavalier D3, voilà. Et après roi D1, on va gagner du matériel avec cette fourchette. Donc effectivement, roi F2, on revient un petit peu en arrière, roi F2 est forcé, après quoi, petit roc, voilà. Et on comprend que c'est dangereux là, hein. Cavalier 4, il y a le vis-à-vis et la tour F8 et le roi F2, il y a le pion B2 qui est toujours, qui traîne toujours. Le roi blanc sera toujours en danger, c'est un éternel problème pour les blancs, et surtout la position noire est extrêmement facile à jouer. Ouais, en fait on peut dire que les blancs ont raté leur cible, c'est-à-dire que quand on joue cette variante avec F4, avec les blancs, on souhaite étouffer notre adversaire, on souhaite profiter de notre avantage d'espace, le conserver et faire en sorte de réduire au strict minimum les possibilités d'activation des pièces noires. Et là très clairement, la mission est ratée. Et lorsque vous essayez d'étouffer votre adversaire avec vos pions, si vous ratez votre cible, il ne faut pas oublier qu'en ayant avancé vos pions, vous avez libéré derrière cette chaîne de pions énormément d'espace qui va être utilisé par votre adversaire. Donc c'est pour ça que la prise d'espace c'est bien, mais il faut le faire de façon précise et faire très attention de ne pas libérer l'adversaire, de ne pas laisser l'adversaire se libérer. Donc ici après F prend E5, on comprend bien que prendre du pion D c'est pas une bonne idée. Prendre du cavalier, ça abandonnerait le pion D4, donc F prend E est forcé, et là on arrive au fameux coup dont tu nous parlais, avec petit roc, et la tour magnifique qui s'active sur la colonne, tout en gagnant un tempo sur le cavalier. Ouais, donc là, en fait, il n'y a même pas besoin de calculer, juste en observant la position, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la position blanche.
Les noirs ont fait que des coups de développement normaux, ont des pièces parfaitement placées, et en faisant un simple coup comme petit roc, ils menacent déjà ton plan F3. On voit que le roi blanc est coincé au centre. On sent que ça va pas, ça respire pas le bonheur. Donc, pour être clair. Et donc, les blancs ont joué fou G2, qui est à peu près le seul coup. Et là, on sent bien qu'il faut agir avec les noirs pour punir cette stratégie un peu douteuse des blancs. Et donc, Laurent, à toi de nous faire découvrir tu me laisses sacrifier les pièces de Ullmann, c'est sympa. Ouais. Donc ici, il y a 2 coups thématiques dans ce type de position. Il faut faire sauter le verrou. Il ne reste plus que 2 pions au centre, ils n'ont plus de soutien par d'autres pions. Tu nous l'as dit, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas chez les blancs. Donc les 2 coups thématiques, c'est soit tour prend F3 pour récupérer ensuite le pion D4. Voilà, ça marche assez souvent. D'ailleurs, une fois que vous avez récupéré D4, vous allez probablement récupérer E5 aussi. Donc ça peut être ça la solution. Mais ce qui est encore plus thématique, notamment depuis que Ullmann a gagné des dizaines et des dizaines de parties par cette méthode, c'est de sacrifier immédiatement un cavalier sur E5. Donc notre objectif, il est simple, on veut éliminer les 2 derniers pions qui nous gênent, les pions D4 et E5, quasiment à n'importe quel prix, de façon à libérer tout le potentiel noir, et c'est exactement ce qui va se passer dans cette partie. Donc cavalier prend E5, vraiment, on va pas dire qu'il faut le faire les yeux fermés, mais si vous êtes un joueur de française et que vous n'osez pas sacrifier le cavalier en E5, il faudra peut-être penser à changer d'ouverture. C'est vraiment... on ne peut pas jouer cette variante sans envisager les sacrifices. C'est un petit peu comme le sacrifice de qualité en C3 dans la française, dans la sicilienne, pardon, excusez-moi. Voilà, ça fait partie de l'ouverture et il ne faut pas hésiter à aller dans ce sens-là. Donc ici, Romuald, dans la partie, il a pris avec le pion. S'il avait pris avec le cavalier, on voit une variante simple finalement qui illustre l'idée. Hein. Oui, c'est la case F2 qui clignote. Et donc après le cavalier prend E5, puis on prend E5, il y a dame F2 mat. Ouais, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on voit l'intérêt d'avoir ouvert les lignes. On a ouvert la diagonale G1 A7 et la colonne F, et on voit la parfaite collaboration entre la dame B6 et la tour F8. Ouais, tout à fait. Donc dans la partie, il a pris du pion en E5 pour essayer de garder la colonne F fermée. Et bien évidemment, on fait cavalier prend E5. On utilise le fait que le cavalier F3 ne peut pas partir puisque toujours le mat en F2 traîne. On menace cavalier D3, toujours très discret aussi, comme d'habitude. Si les blancs jouent un coup un peu distrait, on va dire, alors on va pouvoir appliquer cette menace cavalier D3 et dame F2 mat. Donc vraiment être au 15e coup et avoir autant de menaces contre son roi avec les blancs, c'est quand même que quelque chose ne va pas. Ouais, clairement. Alors, est-ce qu'on peut essayer par exemple de contrôler la case D3 avec cavalier F4? Ouais, donc on contrôle la case D3, on bouche un peu la colonne F, mais la diagonale G1 A7 est toujours ouverte, et on peut utiliser donc cette diagonale pour faire intervenir la dame dans l'attaque, et bien sûr le fou B4 qui cloue le fou D2 par dame E3. Ouais. Donc là... c'est difficile de donner un bon conseil, on va dire roi F1. Ouais, si on joue dame E2, on perd une pièce tout simplement, enfin au minimum une pièce. Hein. On élimine le cavalier, puis on fait fou prend D2. On a 2 pions de plus et l'attaque, donc ça devrait bien se terminer. On va peut-être même gagner un 3e pion bientôt, donc ça c'est facile. Donc effectivement, il faut jouer roi F1. Et là, tout simplement, on peut prendre en D2. En fait, on va forcer voilà, dame prend. Cavalier prend, et maintenant on voit encore une fois le vis-à-vis entre la tour F8 et le roi F1, et donc simplement on va jouer G5, qui récupère la pièce avec juste un avantage complètement écrasant, parce que malgré l'échange de dames, le roi sera toujours dans une position inconfortable, et le jeu noir est vraiment extrêmement facile. On va jouer fou D7, la tour A8 va entrer en jeu, et on ne peut pas vraiment en dire autant de la tour A1 et de la tour H1. Ouais, puis on a 2 pions de plus, hein. Donc oui, même si on n'a plus envie d'attaquer le roi parce qu'on se dit j'ai assez attaqué pour aujourd'hui, voilà, on pourra se contenter de nos 2 pions passés liés
d'avance supplémentaire. Ok, donc le joueur avec les blancs essayait de trouver d'autres défenses. Il a trouvé le coup cavalier D4. Donc j'avais proposé cavalier F4 pour fermer la colonne F. Le coup de la partie permet de fermer ou d'obstruer momentanément la diagonale dont tu nous as parlé, B6 G1. Ok, et maintenant donc cavalier D3 échec. Bon, ça on s'y attendait un petit peu quand même. C'était l'une des idées de faire passer le cavalier vers cette case-là. Et après roi E2, c'est peut-être le seul, le seul coup douteux, mais bon, il faudrait vraiment être très très exigeant pour penser que le coup de la partie est douteux. Ullmann n'a pas joué, on va dire, le coup de l'ordinateur. On va le dire comme ça. Le meilleur coup ici, c'était le coup E5, ce qui finalement est très très naturel, très logique. Après avoir éliminé le centre de l'adversaire, eh bien, on veut bénéficier de notre propre centre. Donc non seulement nos pions vont se mettre en mode rouleau compresseur, mais en plus le soi-disant mauvais fou de la française va s'activer et en général avec un effet décisif. Lorsque ce fou se réveille, c'est souvent trop tard pour l'adversaire. Donc on met une petite variante illustrative, commence par roi D3. E4, donc fourchette. Roi C2, le roi essaie de trouver un abri. Bien sûr, pion prend F3, Caille prend F3. Et là, comme tu l'as dit, le fou entre dans la bataille. Et donc fou F5, échec. Et libère la case C8 pour la tour A8. Donc là, vraiment, toutes les pièces noires sont à l'attaque. Le roi est dans les courants d'air et c'est fini. C'est fini immédiatement. Du coup, c'est fou C3, on va prendre en C3, tout est ouvert. C'est question de temps, mais... Bon, on comprend bien que les pièces blanches ne peuvent même pas protéger leur roi, donc c'est terminé. Ok, donc c'était légèrement plus précis, on va dire ça comme ça, de jouer E5, mais on ne peut pas reprocher à Ullmann d'avoir joué ce qu'il a fait dans la partie, parce que c'est tout aussi efficace. Alors c'est peut-être un petit peu moins rapide, peut-être un petit peu plus compliqué qu'après E5, mais le résultat est le même, quoi, de toute façon, donc on va pas faire la fine bouche. Cavalier prend B2 permet de gagner un tempo sur la dame D1, mais aussi d'ouvrir la diagonale A6 F1 cette fois-ci. Après avoir bien travaillé sur les cases noires, on va travailler sur les cases blanches de différentes manières. Alors dans un premier temps avec la dame, après dame B3, la dame se joint à l'attaque par dame A6 échec. Sur roi E1, on retrouverait le coup cavalier D3 échec. Donc le joueur, j'ai oublié son nom, c'est Aman, hein, je crois, avec les blancs. Aman. Ouais, Aman a joué roi F2, et maintenant fou prend D2. On bénéficie une nouvelle fois du clouage, enfin du vis-à-vis le long de la colonne F. Le cavalier F3 est cloué. Dame prend B2 pour récupérer du matériel. Et maintenant, puisque la diagonale B6 G1 avait été obstruée par le cavalier D4, la dame va s'aufiler par une autre diagonale avec le coup dame D3. Et là, on sent que le roi blanc est bien entouré. Hein. Il va pas attraper froid cet hiver. Il y a la case E3 qui est maintenant disponible pour la dame. Et oui, on voit que la tour F8, la dame D3, pardon, la dame et le fou D2, plus même les pions centraux. Donc, bon, on peut imaginer les coups comme E5 qui peuvent arriver et on peut mettre en marche ces deux pions centraux qui vont repousser les pièces blanches et aider à attaquer le roi et faire participer aussi le fou C8 du coup au jeu. Donc là, on sent que la tâche des blancs est insurmontable. Pardon. Ouais. Dans la partie, il y a fou C3, idée bonus. Et dans la partie, il a choisi tour AD1. S'il avait joué un coup comme Caille C2 pour essayer de défendre la case E3, ben justement, on peut jouer E5, le coup E5. L'idée étant bien sûr, 1, de menacer E4, 2, de libérer le fou C8. Et si le pion est capturé par la dame en E5, le cavalier C2 se retrouve sans protection, donc on peut tout simplement le prendre. Et après, dame prend D5, juste roi H8, on cache le roi. Et avec une position complètement gagnante, on a un pion de plus, le roi exposé, un jeu très facile, on menace la découverte du fou D2. Bref, c'est juste terminé. Terminé, ouais. Et toujours le clouage du cavalier F3, tout à fait. Ouais. Donc les blancs ont choisi de perdre autrement. Ils ont préféré tour AD1. Après quoi, dame E3 échec était l'idée, évidemment, roi F1. Et ici, le coup qui fait en général très plaisir aux joueurs de française. Tu m'as laissé sacrifier en E5, je vais te laisser annoncer ce coup-là. C'est gentil. B6.
Donc, on vient de voir un moyen d'activer le fou par E5, donc sur la diagonale H3C8. Bah là, Ullmann choisit, vu que le roi blanc est en F1, de développer le fou sur une autre diagonale, et notamment sur la case A6, pour justement faire participer le fou à l'attaque. Donc après B6, fou A6 c'est quand même une grave menace. Dans la partie, les blancs ont pris le fou, ils ont fait dame prend D2. À noter que s'ils avaient joué un coup comme dame B5 par exemple, pour empêcher fou A6, il y aurait le joli coup A5 qui réitère la menace, et là bon, c'est juste terminé, hein, puisque il y a en plus la dame qui est en danger, donc en plus du roi, donc ça commence à faire beaucoup. Ouais, les joueurs de française aiment bien souligner en général qu'ils ont gagné grâce à leur fou de case blanche, parce que ceux qui n'aiment pas la française, ou ceux qui estiment que ce n'est pas une bonne défense, critiquent notamment le fait que ce fou en C8 peut être mauvais. Alors c'est vrai que lorsqu'il est mauvais, il est très très mauvais, mais lorsqu'il se réveille, en général, c'est lui qui nous fait gagner la partie, donc voilà encore une illustration que ce fou C8 n'est pas non plus juste un morceau de bois comme on peut l'entendre parfois. Ok, deuxième possibilité, peut-être pour les blancs, ça aurait été de prendre en D2 avec la tour. Oui, mais alors toujours pareil, bien sûr, fou A6. Donc là, tour E2, à peu près forcé. Fou prend E2, on commence à ramasser le matériel. Sur cavalier prend E2, il y aurait tout simplement tour prend F3. Maintenant, le cavalier n'est plus suffisamment protégé. Dame prend F3, roi G1. Voilà, parce qu'on attaque donc la on tour. Attaque la tour. Voilà. Donc roi G1 et la tour F8. On menace toujours des maths très subtiles. Et cavalier F4 pour essayer de colmater. On joue G5. Ouais. On sent qu'il y a de la ressource, hein. Même lorsque les pièces disparaissent, les blancs sont tellement désorganisés et leur roi est tellement faible que, voilà, malgré le fait qu'il n'ait plus que quelques pions et 2 pièces lourdes sur l'échiquier, les noirs maintiennent un certain degré d'attaque. Et malheureusement pour eux, les blancs n'ont pas le coup dame E2 pour forcer l'échange des dames. Enfin, en tout cas, ils vont échanger les dames, mais ça va leur coûter une pièce, puisqu'ici, il y a le fameux coup de l'élimination de la défense avec tour prend F4, sachant que bon, si dame prend dame, tour prend, on a 2 ou 3 pions de plus, donc c'est terminé. Et sur dame prend E6 échec, on peut revenir avec la tour. Voilà, ce qui fait qu'elle ne va pas être prise plus tard par le pion G3. Ok, et donc on remontre d'où ça vient. Dans cette position, donc on répète que les blancs ont choisi dame prend D2, on va voir ça juste après. S'ils avaient pris avec la tour, fou A6 échec, tour E2, prise en E2. Là, on vient de voir le coup cavalier prend E2. En cas de dame prend E2, c'est peut-être le plus simple, hein. On a dame prend D4. Ouais. On profite une nouvelle fois du clouage du cavalier F3. Et on a une tour et quelques pions contre fou et cavalier. Donc matériellement, ça va, mais surtout, on a l'attaque et l'initiative. Donc une position écrasante. Alors regardons les derniers coups de cette brillante partie. Les blancs ont choisi donc dame prend D2. Fou A6 échec, c'est pas un scoop. Et après cavalier E2, l'enchaînement remue est quasiment le même que dans les variantes qu'on vient de voir. Exactement, le cavalier F3 se retrouve fragilisé par le retour du cavalier en E2, donc tour prend F3 sans trop de surprise. Roi E1, il y a dame F2 mat. Donc, toujours cette case. Ouais. Donc les blancs sont obligés de prendre la tour. Dame prend F3, roi G1 obligé pour défendre la tour H1 comme on l'a dit. Et là, on ramasse ce qui traîne, donc le cavalier en l'occurrence. Et après tour 1, il a joué fou D3 et le joueur avec les blancs a décidé de jeter l'éponge. Il y a fou E4 qui arrive avec un effet décisif. Ouais, là, on voit que la tour H1 n'a pas eu le temps d'entrer en jeu parce que le roi était coincé au centre et le jeu s'est ouvert et les blancs n'ont pas pu compléter leur développement. Ouais, vraiment une partie brillante de Ullmann, mais c'est vraiment un joueur que vous devez étudier, dont vous devez étudier les parties si vous souhaitez jouer la défense française, parce qu'il a été l'un des grands spécialistes. Alors on peut en citer d'autres, hein. Plus près de nous, on peut parler de Morozevich, mais on peut aussi évidemment parler de Korchnoi. Donc chacun de ces joueurs a amené sa touche personnelle à la défense française, mais Ullmann, bon, il est peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, mais vraiment, il a été le spécialiste de la française dans les années 60-70.
Il existe d'ailleurs un très bon livre de ses meilleures parties, notamment dans la défense française. Alors je ne sais pas s'il est toujours publié, mais je le garde précieusement dans ma bibliothèque. Et de temps en temps, voilà, quand j'ai envie de voir une belle partie sur la française, j'ouvre ce livre-là. Et c'est vrai que il avait au moins quelques dizaines d'années d'avance sur ses contemporains, quoi, pour ce qui est de la défense française. Donc vraiment, si vous souhaitez étudier cette défense, regardez les parties de ce joueur. Tout à fait. Ouais. C'est important quand on travaille les ouvertures d'avoir des modèles Ouais. et de prendre les joueurs qui sont spécialistes, les forts joueurs bien sûr. Et Ullmann, pour la française, c'est clairement quelqu'un qu'il faut étudier. Une référence, ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup Laurent. Merci à toi. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié donc la belle performance d'Ullmann dans la française. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles publications. Au revoir. À bientôt.